Bonjour à tous, merci beaucoup de nous rejoindre à cet horaire matinal. Merci beaucoup à toutes et tous. On commence à être un petit peu de monde dans la réunion, donc je vous propose de commencer. Je vais juste faire un rapide mot pour vous repréciser un petit peu le cadrage, enfin le cadre de cet échange. Alors, pour beaucoup d'entre vous, vous avez participé à la plénière qui a eu lieu mardi dernier et qui a permis de faire un premier tour d'horizon des financeurs solidaires. Donc, pour rappel, c'est un événement qu'on organise avec Finansol et la CRES, que je remercie encore, et qui nous ont aidés également à préparer les ateliers. Pour notre temps d'aujourd'hui, donc l'idée c'était de vous proposer des ateliers un petit peu plus ciblés sur les problématiques qui sont les vôtres. Et donc là, aujourd'hui, ce temps est consacré à la problématique des premières levées de fonds. Et pour nous en parler, on va avoir un premier temps qui a une vocation à la fois méthodologique sur cet enjeu, donc c'est-à-dire de vous apporter des connaissances assez précises sur le processus, la chronologie, les différentes modalités, etc. Et puis aussi assez opérationnel, c'est-à-dire qu'il y a quatre fonds et structures qui vont pouvoir vous présenter leurs modalités spécifiques d'intervention. Et puis pour l'autre partie du temps, on va vous laisser poser directement vos questions et échanger librement avec les financeurs solidaires qui sont présents. Financeurs solidaires qui sont présents. Bonjour Chloé. Bonjour Chloé. Bonjour Marguerite. Désolée. Pas de problème, je pense qu'on est au complet côté intervenant. J'ai un petit peu d'écho, Chloé, dans ton micro. Je vais muter mon. Ça devrait passer. Hop, merci beaucoup. Parfait, mais écoutez, je vais vous laisser la parole dans ce cas. Alors, je vais peut-être proposer du coup à Invest de commencer. Benjamin. Hop. Oui, tout le monde m'entend? Oui, on vous entend. C'est bon, parfait. Bonjour à tous. Alors, Invest Île-de-France, c'est le fonds de la région. Je pense que vous l'avez compris, c'est un partenariat public-privé. La région représente à peu près la moitié. On est structuré sous forme de coopérative et sur le sujet, parce que donc je vais pas tout reprendre, mais sur le sujet des premières levées de fonds et du capital risque. En fait, à la base, SFin Gestion, qui est la société de gestion qui gère ce fonds, on a plutôt une stratégie ou disons une culture d'investissement du capital développement et pas trop du capital risque. C'est-à-dire qu'on a plutôt l'habitude d'intervenir sur des structures qui sont en période de croisière, qui sont déjà constituées, qui sont rentables et qui se développent sur un projet ou un sujet un peu ambitieux qui ont besoin de lever des fonds, mais pas trop sur des structures qui sont en création ou vraiment en décollage. La raison de ce segment-là, c'est qu'en fait, on a des rentabilités qui sont assez modestes. Et quand on a des rentabilités modestes, on ne peut pas se permettre de prendre trop de risques. Donc, c'est pour ça qu'on intervient plus difficilement sur le risque et sur le retournement, qui est l'autre segment du capital investissement qui est très risqué dans les entreprises en difficulté. Néanmoins, sur Invest, on s'autorise quand même à regarder les dossiers un peu tôt, c'est-à-dire des dossiers, alors voilà ce qu'on appelle chez nous le capital risque, c'est des structures qui sont en forte croissance, donc des taux de croissance très importants, parfois on fait plus de 100%, des structures qui ne sont pas rentables, donc le point mort n'est pas atteint. Par contre, et donc du coup, c'est en lien avec cette culture d'investissement plutôt axée sur le capital développement que sur le capital risque. Nous, on va quand même regarder que dans le BP, on atteigne le point mort, donc on atteigne un point de rentabilité à un horizon assez court. Donc nous, on ne va pas financer des structures qui sont en création et qui prévoient d'être déficitaires pendant 3, 4, 5 ans. On va plutôt regarder des structures qui sont proches de la rentabilité, donc je dirais horizon 12-18 mois ou 18-24, mais il faut que ce soit assez enclenché. Donc, ce qu'on va regarder du coup, c'est cette histoire de traction. Ce qui est important, c'est sur vos derniers chiffres, du coup, d'avoir une visibilité pas forcément annuelle, parce qu'elle ne veut pas dire grand-chose, mais plutôt mensuelle. Donc, par exemple, sur le dernier exercice, on va regarder l'évolution du taux de croissance et si lui-même, il augmente les derniers mois et dans quelle proportion. Ça va être un point un petit peu important. Et puis ensuite, comme il n'y a pas du tout d'historique à étudier, il n'y a pas de compte passé à étudier, ou souvent ils ne veulent rien dire parce qu'il n'y a rien dedans. Ce qu'on va vraiment regarder pendant l'étude, c'est le business plan et donc les hypothèses que vous avez entrées dans votre BP pour construire votre prévisionnel.
On va reprendre ligne par ligne, hypothèse après hypothèse, et on va essayer de les challenger, de chercher des éléments qui vont nous permettre soit de les valider, soit de les remettre en question. Et donc là, votre rôle à vous, ça va être de nous apporter tous les éléments possibles pour appuyer ces hypothèses. Alors ça peut être des éléments de marché, des comparatifs, ça peut être des expériences à vous sur tel ou tel segment, vous avez peut-être travaillé dans un autre contexte, vous savez que, etc. Donc ce n'est pas forcément des choses objectives et validées scientifiquement, ça peut être aussi simplement votre appréciation du marché, mais ça va être très important pour nous. Qu'on n'aime pas trop, du coup, j'en profite, c'est si par exemple vous faites 1 million de chiffre d'affaires et que vous prévoyez d'en faire 10 dans 5 ans, que vous ayez construit, j'appelle ça construire à l'envers, c'est-à-dire que vous ayez construit avec un objectif de 10 millions parce que c'est votre objectif de croissance en termes de taille globale, et qu'à partir de cet objectif de 10 millions, vous ayez construit, du coup, à l'envers, vos différents sous-segments de chiffre d'affaires en disant, bon, si on fait 10 millions dans 5 ans, c'est qu'on aura fait une croissance à peu près, je ne sais pas, de 20%, je l'ai dit au hasard, mais de 20% par an. Ça veut dire que sur nos 3 activités, on va répartir de telle et telle façon. Bon, voilà, ça, c'est une construction plutôt avec une vision par rapport à vos propres objectifs, mais ce n'est pas challengé ni par rapport au marché, ni par rapport au métier, quoi, à l'activité de la structure. Voilà sur ces points-là. Ensuite, ce que j'avais noté que je voulais vous dire, oui, alors, il y a un point hyper important, c'est quand on n'a jamais fait de levée de fonds, de bien comprendre. Alors, c'est un apprentissage au fur et à mesure, c'est pas quelque chose qu'il faut travailler avant et apprendre par cœur, bien sûr, mais bien comprendre ce que ça implique que d'ouvrir son capital. Dans une levée de fonds, quand vous êtes structuré en SAS, quand vous êtes une coopérative, c'est un peu différent, une asso aussi, mais quand vous êtes une SAS, vous avez la possibilité d'ouvrir votre capital et de faire donc une levée de fonds, soit en action, donc là vous ouvrez votre capital et donc vous signez un pacte d'associés, soit en obligation. Et souvent c'est les deux, ou ça peut être que en action. C'est rare qu'on rentre que en obligation. Et donc c'est important, vous, en tant que patron, patronne, de bien comprendre les enjeux de l'un et de l'autre, qui sont très différents. Donc, juste pour citer un exemple, quand vous levez des fonds sous forme d'action, ça ne vous coûte rien a priori en termes de flux de trésorerie. Il n'y a pas de taux d'intérêt, donc on a souvent l'impression que c'est de l'argent gratuit. Et en fait, voilà, j'attire votre attention sur toutes les contraintes qu'apporte une levée de fonds en capital à travers les engagements que vous prenez dans un pacte d'associés. Vous allez trouver plein de trucs sur Internet, sur les pactes d'associés type, les clauses type. Il y a beaucoup de choses dans les pactes d'associés qui ne sont pas négociables du côté des fonds, notamment les droits de retrait. Enfin, il y a des choses qui sont pas, que vous ne pouvez pas négocier. Il y a des choses que vous pourrez négocier, mais certaines choses non. Et c'est important d'être sûr que vous soyez bien calé avec ces engagements-là. Parce que si vous ne l'êtes pas, il faut peut-être trouver un autre moyen pour contourner, lever des fonds autrement, et donc peut-être payer servir un taux d'intérêt. Je prends juste un exemple, on demande dans nos pactes d'associés que les dirigeants restent aussi longtemps que nous restons. En général, quand on investit, c'est pour l'équipe dirigeante. Et donc, on a des mécanismes assez simples qui nous permettent de nous garantir que vous restez dans l'entreprise. Si ce n'est pas votre projet personnel, et on peut tout à fait comprendre que vous n'avez pas envie d'être bloqué 5 ans si vous avez envie de faire autre chose, par exemple, en fait, ça va être un souci pour les actionnaires, les associés que vous voulez faire rejoindre, associer à votre projet. Et l'autre chose que je voulais dire aussi, oui, c'est le fait que ça prend du temps. Il faut considérer qu'une levée de fonds en capital, c'est à peu près 6 mois. 6 mois presque dans les meilleures situations. Je parle quand il y a un pacte d'associés et toutes les négos juridiques. Quand c'est en obligation, c'est plus simple. Mais il faut considérer que c'est 6 mois et c'est très difficile de lever des fonds quand vous en avez absolument besoin. Et si jamais c'était possible, ce ne serait pas une bonne idée pour vous parce que ça vous met un rapport de force qui est un peu déséquilibré. Donc, mon conseil, ce serait d'essayer d'anticiper le plus possible et d'entamer les process et les rencontres avec les fonds le plus tôt possible pour que vous ayez le temps, que vous ne soyez pas trop sous pression et en ayant en plus cet objectif, cette contrainte, le fait que ça dure quand même longtemps et souvent plus longtemps que ce qu'on croit. Voilà, et puis le dernier sujet, c'était de bien choisir vos investisseurs.
une entrée au capital d'un fonds, c'est un peu comme un mariage ou un peu comme un recrutement. C'est-à-dire qu'un recrutement, c'est pas à sens unique. C'est important de vous aussi, à travers vos questions, bien sentir la culture d'investissement, un peu les valeurs du fonds, comment ils fonctionnent, leur façon de fonctionner. Parce qu'une fois que vous avez signé le contrat, vous êtes collés entre guillemets, c'est-à-dire que vous allez travailler ensemble, la personne sera vraisemblablement dans des comités, dans des conseils. Donc c'est important que vous entendiez bien et surtout que vous soyez à peu près alignés en termes de façon de fonctionner et de valeurs au sens large. Alors après, votre interlocuteur peut être amené à changer, mais ce qui est important de voir, c'est un petit peu l'esprit de la structure. Vous allez retrouver dans les professionnels qu'on est un peu des indices sur la façon de travailler globale du fonds. Donc voilà, je pense que c'est un point aussi un petit peu important. Et je m'arrête là pour pas trop monopoliser la parole. Merci beaucoup, Benjamin, pour ces éléments vraiment très clairs. Je vais proposer à Anne Gerset de Make Sense de nous parler également des modalités d'intervention de Make Sense sur ce sujet et puis peut-être aussi de nous apporter des éléments sur vos attentes vis-à-vis des porteurs de projets, parce que je pense que c'est aussi là-dessus que nos participants vont avoir des interrogations. Anne, je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Bon, ça va être difficile d'être très différenciant de ce que vient de dire Benjamin, parce que c'est à peu près les mêmes 3 conseils que j'avais en tête pour démarrer cette session. Mais donc, je vais d'abord présenter Make Sense One très rapidement, parce que je pense que beaucoup étaient là la semaine dernière. Donc, c'est un fonds d'impact dédié au pré-amorçage et adossé à un incubateur. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, nous, de notre côté, on va vraiment participer aux premières levées de fonds des startups. En général, c'est possible qu'il y ait déjà eu un peu de love money, c'est-à-dire de la famille, des amis ou un BA un peu proche qui a déjà investi auparavant. Mais globalement, on va participer à une première levée de fonds qui est en moyenne de 500 000 euros. Nous, on a vocation à accompagner 24 startups. On en a déjà 10 en portefeuille aujourd'hui, avec des premiers tickets entre 50 et 150 000 euros. Notre spécificité, c'est, comme je le disais, c'est qu'on est adossé à l'incubateur et donc on va avoir un programme d'accompagnement en amont de la levée de 3 mois, qu'on appelle le programme Make Sense Accelerate, où on va identifier avec les porteurs de projets les grands challenges qu'ils ont devant eux pour les 3 prochains mois. On va fixer des indicateurs et on va se rencontrer tous les mois pour suivre ces indicateurs, faire des mises en contact avec notre réseau de mentors et d'experts. Et ça fait partie intégrante de ce qu'on appelle notre due diligence, c'est-à-dire notre façon d'évaluer le dossier. En fait, on estime que cette partie un peu d'évaluation, il faut qu'elle crée de la valeur pour les porteurs de projets, même si au final, ça ne débouche pas sur un investissement. Ensuite, on a vocation aussi à co-investir soit avec des business angels, soit avec d'autres fonds d'impact ou des fonds venture capital. Et donc, on essaye d'être assez agile, justement, dans les clauses dont parlait Benjamin, pour pouvoir nous adapter à la nature du tour de table en fonction de qui sont nos co-investisseurs. Voilà. Et en fait, c'est grâce à cet accompagnement de 3 mois qu'on essaye de dérisquer un petit peu la partie capital risque, parce que pendant cette période de 3 mois, ça nous permet de valider ensemble l'équipe, le fit de l'équipe avec le projet et de pouvoir dresser les premières briques de l'accompagnement post-levée, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on est systématiquement présent dans les instances de gouvernance et on demande la mise en place d'un comité stratégique dans lequel on a un droit de vote. Sur comment on définit le pré-amorçage au-delà du premier tour de table, nous, on cherche à ce qu'il y ait une preuve de concept qui ait été réalisée. Alors après, on a des projets où il y a de tels besoins en R&D que la preuve de concept est toujours en cours de développement, mais pour la plupart, la preuve de concept est déjà réalisée. Sur le chiffre d'affaires, on a des startups dans lesquelles on a investi qui n'ont pas encore de chiffre d'affaires parce que toujours à ce stade de R&D, et on a des startups jusqu'à 500 000 euros de chiffre d'affaires. Au-delà, on estime que c'est plus du pré-amorçage et que c'est plus notre rôle de financer ces projets.
Alors, pour refaire un peu le parallèle avec ce que disait Benjamin, nous, en termes de rentabilité, on va pas être beaucoup on va pas prendre beaucoup plus de risques. En tout cas, ces premières levées de fonds devra apporter, alors peut-être pas la rentabilité sur le long terme, parce qu'avec la croissance de l'entreprise, il va y avoir d'autres stades de rentabilité à franchir, mais au moins de prouver la pérennité du business model et de montrer que il y a un potentiel de marge aussi à horizon 18 mois. Et aussi, on va s'assurer que la levée permet de couvrir 12 à 18 mois pour réaliser ces preuves sur le marché. Parce que là, je rejoins un des conseils de Benjamin, qui est le timing de la levée. Vous ne pouvez pas passer votre temps à lever des fonds. Ça prend du temps. Il ne faut pas le faire au dernier moment, au moment où on est déjà qu'est-ce qu'on appelle en cash crunch, donc avec une trésorerie de moins de 6 mois. Et donc, c'est pour ça qu'avoir 18 mois devant soi pour se dire que l'on ne repart pas avant 1 an en levée de fonds, ça nous paraît essentiel. On estime qu'un porteur de projet, il passe quasiment 3 mois à temps plein à lever des fonds. Donc, je rejoins complètement ce conseil sur choisissez le timing de votre levée. C'est pareil, prévoir de lever en juillet-août, c'est jamais ce qu'il y a de plus efficace. Je rejoins également le conseil de Benjamin sur est-ce que l'ouverture du capital est le bon instrument pour vous financer. Il existe d'autres moyens de se financer et comme le rappelait Benjamin, l'ouverture du capital, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'est pas gratuit. Notamment, vous perdez une partie de la valeur de votre entreprise, mais vous perdez aussi un peu du contrôle de votre entreprise. Même si en général, en pré-amorçage, on fait en sorte que les décisions opérationnelles restent dans les mains des dirigeants, il y a quand même une partie plus stratégique, des opérations plus stratégiques sur lesquelles les investisseurs vont demander à avoir un vote. Donc, il faut aussi être prêt à perdre un petit peu de contrôle. Une question qu'on a beaucoup des porteurs de projets, il n'y a pas de réponse toute faite, c'est est-ce qu'il vaut mieux lever avec des business angels ou avec des fonds d'investissement? Ça, c'est une question qu'on a très souvent. Est-ce qu'on peut faire rentrer un industriel dès la phase de pré-amorçage? Et tout ça, ça se co-construit, et d'où encore l'importance du conseil de Benjamin, qui est de choisir ses investisseurs, d'être dans la confiance pour pouvoir justement aborder cette question de à quoi je voudrais que mon tour de table idéal ressemble et le co-construire ensemble. Voilà, en quelques mots. Voilà, vraiment, mes conseils, c'est vraiment très proche de ceux que Benjamin nous a donnés juste avant. Il faut vraiment le faire à un moment où vous sentez que votre entreprise ne pourra plus grandir, ne pourra plus scaler sans ouvrir du capital. Je laisse la parole aux autres et je reviendrai sur les questions s'il y en a. Merci beaucoup. Alors, j'ai proposé à Éléonore et Somba de prendre la parole pour France Active. Éléonore, vous aviez aussi un petit support visuel que je vais afficher tout de suite. Merci. Est-ce que j'aurai la main dessus pour passer les diapos ou je devrais vous faire signe, Marguerite? C'est juste pour savoir. Le partager de votre côté pour que ce soit plus simple. Je vous laisse. C'est juste en termes de paramétrage. Si vous n'y arrivez pas, dites-moi et puis je défilerai les slides. Vous me direz. Là, l'autorisation ne m'est pas donnée, mais après, je peux faire sans aussi, c'est pas bien grave, pour éviter de perdre du temps. Donc, bonjour à tous, donc, je suis Éléonore Issoba, donc référente francilienne de l'offre amorçage de France Active. France Active qui très rapidement est un réseau de finances solidaires qui accompagne depuis une trentaine d'années les entrepreneurs, notamment les entrepreneurs sociaux, que nous on appelle entrepreneurs engagés, à tous les stades de vie de leur projet. Donc on le fait par le biais de financement, donc sous forme de primes, de dettes ou de fonds propres, mais aussi grâce à du conseil et de la mise en relation avec des personnes ressources et pertinentes pour le projet. En Île-de-France, vous avez une association territoriale de France Active sur chaque département, si besoin, donc n'hésitez pas à aller solliciter pour explorer ce qu'il peut y avoir comme solution de financement.
Pour ce qui nous concerne aujourd'hui, donc à savoir le fonds d'amorçage, nous l'avons lancé l'année dernière, en janvier 2020. Nous avons choisi la bonne année pour plusieurs raisons, dont la principale était que nous financions assez peu cette phase qui est pourtant critique dans le parcours d'une structure. Certains d'entre vous sont peut-être en process de levée de fonds et le cas échéant, vous savez que cela prend énormément de temps, comme l'ont souligné Benjamin et Anne. C'est beaucoup de négociations donc sur la valorisation, le pacte d'associés. Si c'est pas suffisamment anticipé, certaines structures ont le temps de mourir avant d'avoir reçu le moindre sou, puisque lever des fonds, en fait, c'est une course de fonds et c'est pas un sprint. Donc c'est important de pouvoir l'anticiper au mieux. C'est pour ça que nous avons créé, c'est pour ça que nous proposons ce fonds d'amorçage qui permet de positionner un premier ticket de financement de 50K à 200K euros en fonction des besoins, mais qui permet du coup de préparer de manière sereine sa première levée de fonds, donc d'embaucher un commercial, d'améliorer son prototype, de pouvoir continuer la consolidation de son modèle, d'arriver justement plus renforcé dans les négociations. Et au moment du bouclage effectif du tour de table, ce premier ticket va être converti en fonds propres ou en quasi-fonds propres. Globalement, comme toutes les offres de France Active, ce dispositif s'accompagne également de conseils et de mise en relation. Je souligne, encore une fois, comme l'ont dit mes prédécesseurs, l'utilité de ne pas le faire dans l'urgence, notamment pour avoir le choix. Et c'est vraiment important dans le cadre d'une levée de fonds d'avoir le choix, puisque c'est des fonds d'investissement qui vont peut-être se positionner sur votre structure, mais c'est aussi à vous de choisir de les avoir à vos côtés ou pas. Et c'est pour ça que c'est important de s'assurer que vous êtes aligné en termes de valeur et de vision avec les structures qui souhaitent investir dans votre capital. Donc, moi, il me semble toujours important de bien prendre le temps de choisir les investisseurs que l'on souhaite, donc de ne pas hésiter, par exemple, à regarder leur portefeuille de structure. Il y en a beaucoup qui l'affichent sur leur site internet, de vérifier que la thématique sur laquelle on est engagé fait partie de leur thématique d'investissement. Ça vous permettra en fait de gagner du temps sur cette partie listing pour ne pas en perdre, et plutôt que de courir comme un poulet sans tête à rencontrer une quinzaine de structures d'investissement, d'avoir une shortlist, mais de structures qui a priori correspondent à votre type d'activité, chez lesquelles vous allez peut-être trouver ce que vous souhaitez, à savoir par exemple du conseil ou de l'accompagnement, puisque beaucoup de structures et beaucoup d'investisseurs le proposent, et de s'assurer que vous êtes aligné en termes de vision et qu'il n'y aura pas, enfin voilà, de mauvaises surprises, un petit astérix malicieux par la suite. Alors, à qui est-ce que s'adresse notre fonds d'amorçage? Il s'adresse aux structures qui sont des startups sociales. Je ne suis pas fan du terme parce que c'est vrai que ça peut faire un peu gadget, mais ce qu'on recouvre, ce qu'on comprend là-dedans, c'est que il s'agit d'un entrepreneur qui, indépendamment de son activité, va être en accord avec les principes de l'ESF, c'est-à-dire dans son mode d'organisation. On y voit des marqueurs de l'ESS. À terme, il peut vouloir être agréé ESUS, être entreprise à mission, etc., etc. Son activité est une réponse nouvelle, pertinente, ambitieuse à l'une de nos thématiques d'investissement que je vous présenterai. En somme, il apporte une solution qui est nouvelle par rapport aux solutions actuelles. Il est important pour pouvoir solliciter ce fonds d'amorçage d'avoir réalisé sa preuve de concept, qui peut être commercial et ou d'impact. Je pense qu'il y a très peu d'acteurs qui sont capables de se positionner sur des structures sans qu'on ait eu des retours du marché. Parce qu'en fait, c'est ça qui est important pour un investisseur qui prend en fait beaucoup de risques sur cette phase qui est très risquée. Il a besoin de s'assurer que effectivement il y a un potentiel, et il y a un potentiel qui on a de bonnes raisons de penser qu'il va pouvoir se réaliser. La plus belle preuve de concept qui existe, ça reste le chiffre d'affaires, qui n'a pas besoin non plus d'être mirobolant.
mais où il est nécessaire, voilà, de s'assurer que l'entrepreneur, en fait, il a éprouvé ses méthodes de communication, qu'il a un modèle qui est à peu près stabilisé, un produit ou un service qui est à peu près stabilisé, il sait où il va, il a juste besoin d'un coup de pouce pour pouvoir passer un certain cap. Pour un fonds comme France Active, c'est aussi important d'avoir une sorte de POC d'impact, une preuve de concept d'impact, puisqu'on ne se positionne que sur les structures qui ont un impact positif. Donc, ça peut prendre plusieurs formes. Soit c'est une étude qualitative qui a été réalisée sur un petit échantillon de vos bénéficiaires qui permettent de dire, bah, nous, grâce à notre produit ou notre service, voici de quelle manière est-ce qu'on a amélioré la situation de nos bénéficiaires, ou voici comment est-ce que, à très petite échelle, on a pu changer des comportements pour les rendre plus vertueux. Enfin, il y a en tout cas ce besoin d'avoir ces retours terrain pour pouvoir solliciter ce fonds d'amorçage. Enfin, la troisième condition, mais qui est là aussi un peu souple, c'est que l'on souhaite se positionner sur des structures qui ont un fort potentiel de développement sur les structures qui peuvent être les entreprises sociales majeures de demain. Donc là, on parle en termes de potentiel de croissance, ou en termes d'aire, d'action. Donc, idéalement, de pouvoir avoir une solution qui va pouvoir se développer, par exemple, à l'échelle du territoire national, permettrait de remplir ce critère-là. On a aussi une certaine souplesse par rapport aux structures qui ont des phases de R&D assez importantes. Donc, on n'est pas non plus obtus, mais il faut pouvoir l'expliquer. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas encore au début de son démarrage commercial. Donc, en fonction de l'activité, ça peut s'expliquer et on peut complètement l'entendre. Sur nos thématiques d'investissement, puisqu'il a fallu que nous choisissions nos combats, on a trois grandes thématiques d'investissement que sont donc la société inclusive, à l'intérieur de laquelle vous avez donc des choses comme promotion de la diversité, le bien vivre, bien vieillir, égalité des chances, la transition écologique avec voilà, tout ce qui tourne autour de l'économie circulaire, de la consommation responsable, de la protection de la biodiversité, et puis la cohésion territoriale, donc avec toutes les solutions en faveur du logement décent, d'une mobilité douce, ou de la lutte contre les inégalités territoriales. Donc voilà, globalement, quelle est l'architecture de ce fonds d'amorçage. Et globalement, je souscris aussi à tout ce qui a été dit précédemment, donc sur la nécessité de bien se préparer à sa première levée de fonds. Donc ne pas le faire au dernier moment, parce que du coup, on manque de choix et on ne peut pas prendre le temps de bien choisir les investisseurs avec lesquels on souhaite s'engager. D'avoir cette preuve de concept qui permet de rassurer les investisseurs, de montrer que vous avez un peu éprouvé votre modèle, de ne pas oublier effectivement que ce n'est pas un acte anodin d'ouvrir son capital. Donc c'est d'autant plus important de s'assurer que vous êtes aligné avec vos investisseurs. Après, il y a deux, trois conseils qui peuvent éventuellement faciliter votre organisation. Les investisseurs, globalement, vont à peu près vous demander les mêmes documents. Donc, c'est pour ça que je vous conseillerais éventuellement de préparer une data room qui vous permet de tout synthétiser. Et donc de donner des accès en fonction des uns et des autres. Donc ça permet à tout le monde de bénéficier des demandes et d'avoir tout de manière centralisée. Ça, dans mon humble avis, ça vous permettra de gagner pas mal de temps. Le fait de pouvoir être en capacité d'expliquer ces chiffres, puisque de l'autre côté de la table, on va les challenger, et c'est important de comprendre vos hypothèses et qu'on soit rassuré sur le fait que vous les compreniez aussi, ce qui m'a toujours été le cas. Donc je reviens par exemple sur ce que disait Benjamin avec la croissance qui est assez forte. En tout cas, pour ce qui concerne France Active, on ne demande pas à ce que les entrepreneurs nous vendent du rêve.
on demande à ce que les chiffres soient cohérents et les plus réalistes possibles. Donc, il n'y a pas de nécessité pour susciter un intérêt de notre part de dire que vous allez multiplier votre chiffre d'affaires par 10, 20 ou 100. Vraiment, c'est pas ce qui nous intéresse, d'autant plus qu'on sait que sur cette phase d'amorçage, vous avez plus de chances sur la première ou la deuxième année d'être dans une situation déficitaire que extrêmement rentable. Donc voilà, juste soyez cohérent, le plus réaliste, montrez que vous avez les pieds sur terre parce que c'est une donnée qui est fortement appréciable. Maintenant, je me tiens, comme mes prédécesseurs, à votre disposition pour vos questions. Merci beaucoup pour ces éléments vraiment précis. On a une dernière structure qui voulait se présenter aujourd'hui dans le cadre de cet échange. Alors Bérangère, je vous laisse la parole pour présenter Sigal. Oui, merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. On est deux à être présentes aujourd'hui pour présenter les Cigales d'Île-de-France. Donc moi, je suis Bérangère Darteux, je suis coordinatrice pour l'association régionale des Cigales. Et il y a également ma collègue Aïta Cissé qui est présente. Là, c'est moi qui vais présenter succinctement comment fonctionnent les Cigales. Ensuite, on se tiendra bien sûr toutes les deux à disposition pour répondre aux questions. Donc merci pour les interventions précédentes. Moi, je vais peut-être insister plus du coup sur les particularités des Cigales, même si bien sûr tous les conseils qui ont été énoncés, on les retrouve aussi nous à une échelle un petit peu différente. Les clubs Cigales du coup sont des clubs d'investisseurs solidaires. Donc on ne représente pas en fonds d'investissement nous sur peut-être le moment où les Cigales vont être pertinentes pour intervenir. Donc ça peut être en phase de développement, mais c'est vraiment surtout sur cette phase de création, de préamorçage comme l'ont énoncé certaines des personnes qui sont intervenues avant moi. Ça peut être, je retiens un peu le terme qu'a utilisé Anne tout à l'heure parce que je pense que ça correspond bien à ça. Les Cigales, c'est sûr que c'est tout de même de l'investissement au capital, c'est des apports en fonds propres, mais ils se situent au tout début, au moment de la love money, au moment où il peut y avoir des campagnes de financement participatif. Et ces clubs d'investisseurs qui sont composés en fait de citoyens qui ne sont pas des investisseurs professionnels, alors qu'ils se forment parce qu'on fait vraiment partie d'un mouvement d'éducation populaire, mais qui vont être là justement aussi pour la préparation, votre préparation pour lancer, pour démarrer le projet et l'activité. Donc c'est tous ces moments-là où vous préparez justement d'autres levées de fonds, ils peuvent être là aussi. Donc concrètement, pour revenir un petit peu sur les critères et sur les modes d'intervention, l'association des Cigales d'Île-de-France rassemble une vingtaine de clubs d'investisseurs solidaires. Il y a environ une dizaine de membres par club. Chaque club est indépendant. Donc c'est ça qui fait un petit peu la particularité, c'est que le choix des projets, la somme qui va être investie va dépendre en fait de chaque club d'investisseurs. Le réseau a pour objectif, comme je le disais, d'organiser des formations. Donc, il y a des formations sur justement l'investissement, sur les différents statuts des structures, pour que les personnes qui ont déjà des petites connaissances qui font partie des Cigales puissent continuer à se former là-dessus et à pouvoir accompagner au mieux les porteurs de projets dans cette étape-là de création. Et le processus qu'on a, et donc qui fait un petit peu partie de la méthode et des étapes si vous souhaitez solliciter les Cigales, c'est qu'au niveau de l'Île-de-France, on organise un événement qui est la bourse au projet et qui permet aux porteurs de projets qui souhaitent avoir un financement et un accompagnement des Cigales de présenter leur projet. Alors les premières étapes qu'il y a, c'est comme mes prédécesseurs l'ont énoncé, il y a un dossier de demande de financement qui est demandé, qui est un petit peu classique par rapport justement aux autres éléments qu'on peut vous demander, mais parfois c'est les tout premiers dossiers que vous pouvez faire, donc ça peut être intéressant aussi pour vous préparer à d'autres dossiers qui seront peut-être plus complexes, mais il y a quand même des éléments de base qui sont là et qui vous permettent de vous poser les bonnes questions.
dans le dossier qu'on propose, en fait, ça correspond un petit peu à une étude de marché. Vous pouvez joindre bien sûr des documents de présentation complémentaires si vous les avez. Et sur les éléments financiers qui sont demandés, il y a le compte de résultats prévisionnel, le plan de financement et le plan de trésorerie prévisionnel qui permet de voir vraiment comment vous envisagez les étapes de création et de développement de la structure. Donc là, après, je ne vais pas trop insister là-dessus parce que ça a été dit, mais c'est quelques personnes qui vont étudier ces dossiers-là avant qu'ils soient présentés devant tous les clubs Cigale. Mais c'est des personnes qui font partie des clubs Cigale qui vont analyser les dossiers. Donc c'est généralement les personnes qui font partie de ce groupe de travail sont dans les Cigales depuis un peu longtemps, ou en tout cas, elles ont une expérience sur la création d'entreprises, sur la gestion de projets, sur l'analyse financière. Donc, c'est des personnes qui sont très pertinentes aussi pour donner des premiers conseils à ce moment-là. Donc, ça se peut que votre projet soit déjà bien structuré, mais qu'il y a encore quelques petits éléments de doute. Donc, ça arrive que projet passe en bourse au projet pour aussi pouvoir avoir une première présentation, avoir des retours des clubs Cigale sans engagement pour le moment et en toute bienveillance, et ça permet de faire grandir le projet. Mais déjà, à cette étape d'analyse du dossier, il y a des dossiers qui sont quand même pas sélectionnés, même s'ils correspondent tout à fait aux critères des Cigale sur l'impact social, environnemental ou culturel du projet, la dimension collective, participative dans un projet. Mais justement, si les prévisions financières ne sont pas encore trop structurées, que le plan de financement manque de réalisme, c'est pointé à ce moment-là. Donc, ça permet bien sûr de préparer ça. Après, je voudrais revenir juste rapidement sur le fait que ça reste une entrée au capital, même si c'est des petits investissements, c'est généralement entre 1 000 à 15 000 euros par club, généralement, et par projet. Donc, il y a plusieurs, il y a plusieurs clubs Cigale qui peuvent soutenir un même projet. Mais en effet, c'est pas anodin parce que vous ouvrez quand même une première fois votre capital. Donc après, plus tard, ça pourrait être pour des grandes levées de fonds et les Cigale pourront partir, bien entendu. Généralement, il reste 5 ans. C'est plutôt dans cette phase pour vous accompagner, pour avoir ces citoyens bienveillants, mais aussi qui vont pouvoir vous poser les bonnes questions pour vous faire évoluer sur le projet. Ils vont être toujours minoritaires en entrant au capital. Mais comme le disaient les personnes avant moi, bien sûr, ça implique quand même que c'est des personnes auxquelles vous devez faire des retours, montrer comment le projet avance, partager la stratégie. Ils n'auront pas de moyens de prendre les décisions à votre place, bien sûr, mais ils ont quand même ce rôle de conseil et d'accompagnement. Donc, il faut bien sûr vouloir ça et au moment de la planification, voir aussi comment ça rentre parmi les autres partenaires que vous voulez solliciter. Je vais m'arrêter là parce que le temps passe et je pense que c'est important de laisser le temps pour les questions. Il y a juste 2 partenaires que je voudrais citer parce qu'ils sont compléments. Enfin, en fait, on les propose en complément de notre action sur le dossier de demande de financement, mais ils sont pas là dans ce groupe. Alors, Lita est là, elle sera présente dans un autre groupe, mais c'est une plateforme de financement participatif en apport au capital. On propose justement qu'il puisse y avoir un abondement de leur part. Bon, alors c'est que sur certains projets, parce que parfois on a des projets qui sollicitent les Cigale qui ne sont pas encore prêts pour ce niveau de levée de fonds. Mais en tout cas, il peut y avoir une passerelle de fait à ce moment-là. Et on a aussi un partenaire des Cigale qui est un partenaire historique qui s'appelle Gary, qui est une société financière d'investissement et qui investit plutôt sur des sommes entre 30 à 80 000 euros. Donc là, ça peut être en complément aussi intéressant des Cigale. Pour les questions à ce sujet, on pourra même y revenir après l'atelier si vous voulez me contacter directement. Merci beaucoup. Merci beaucoup à chacune pour ces interventions. Alors, on va ouvrir le temps de questions-réponses. Je vois qu'Éléonore a déjà pu vous donner quelques ressources dans le chat, mais voilà, c'est l'occasion pour vous de prendre la parole si vous le souhaitez, ou bien de poser dans le chat. Je vais essayer de guetter les questions qui apparaissent aussi dans le chat.
Mais voilà, si vous avez encore des questions, alors soit sur les modalités d'intervention de chaque structure représentée, soit de façon plus générale des conseils méthodologiques, de posture, voilà, c'est vraiment l'occasion aussi de poser ces questions-là très pragmatiques. Donc vraiment, n'hésitez pas. Alors pour lancer peut-être ce temps, je vois qu'il y a une question qui est apparue dans le chat de Dominique Dupuis. Alors je vais la lire, mais Dominique, n'hésitez pas à prendre la parole si vous le souhaitez pour la poser peut-être directement à nos intervenants. Alors, les projets ESS répondent à des enjeux sociaux et de plus en plus environnementaux. Tenir ces objectifs est central. Merci à France Active d'avoir évoqué l'impact et comment cela intervient dans le processus. Est-ce que les autres intervenants peuvent préciser ce qu'il en est dans leur cas? Oui, je peux décrire le mécanisme de Make Sense Seed One. Donc, l'impact intervient à plusieurs moments. Déjà, donc, pendant la période d'accompagnement et au moins d'investissement, on va définir ensemble des indicateurs d'impact qu'on va suivre pendant toute la vie de la start-up. Et on va annexer au document contractuel ce qu'on appelle un business plan extra-financier. C'est-à-dire des objectifs d'impact qu'on souhaite suivre et qu'on fait valider par nos propres investisseurs. À la fin de la vie du fonds, Make Sense Seed One dispose d'un carried interest, c'est-à-dire d'un bonus qui sera payé uniquement si les métriques d'impact sont atteintes. Donc, en fait, c'est en ça qu'on se caractérise comme un fonds d'impact, c'est qu'on va aussi bien être rémunéré sur la performance financière que sur la performance extra-financière. D'où l'importance de fixer ensemble ce business plan extra-financier et de fixer ensemble une roadmap d'impact pour dire vers où on veut aller et de mesurer cet impact 2 fois par an pour pouvoir échanger sur ce sujet. Pour nous, en fait, on ne va investir dans des modèles qui génèrent plus leur croissance économique s'accélère, plus ils génèrent de l'impact, et vice-versa, plus ils génèrent de l'impact, plus ils vont accélérer leur croissance économique. Donc effectivement, c'est au cœur de notre stratégie et nous sommes incentivés d'ailleurs. Et ce qui est assez original dans ce montage, c'est que si on crée de la valeur économique, mais pas de valeur extra-financière, cette valeur économique sera reversée à une association qui, elle, garantira la création de valeur. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Benjamin souhaitait ajouter quelque chose à ce sujet sur l'impact et la façon dont Invest le prend en compte dans le processus. Oui, on peut en parler aussi. Alors, l'un des focus d'Invest Île-de-France, c'est la création d'emplois. Sinon, en tant que fonds ESS, on regarde bien sûr l'impact social et environnemental de l'activité, mais donc avec ce prisme emploi en particulier. On a aussi une grille de critères extra-financiers. On a une petite grille de notation qu'on utilise à la fois pour l'étude et puis ensuite dans le suivi. Peut-être ce que je peux rajouter, c'est que, en fait, au-delà de la question du statut, donc on fait attention à ce que les sociétés soient agréées ESUS, mais c'est pas suffisant en soi. Donc, ce qu'on va essayer de comprendre, et l'étude, c'est parfait comme période pour ça, parce que ça nous permet d'échanger beaucoup avec les dirigeants. Et ce qu'on va essayer de comprendre, c'est vraiment l'intention des dirigeants. Donc, ce que vous voulez vraiment faire de cette entreprise, votre projet, votre vision, voilà. Et c'est en fait à travers l'étude qu'on va comprendre et appréhender ces sujets-là. Et c'est ça, d'une certaine façon, au-delà finalement des critères, je crois, et de la mesure d'impact, je crois que c'est ça qui va nous permettre, nous, de valider cette histoire d'impact. Ce qui est important en fait dans un dossier en fonds propres, c'est que finalement tout change. Hein. Si on est là avec vous 6-7 ans, on a bien vu avec l'année 2020 qu'on est incapable de prévoir quoi que ce soit. Finalement, la seule chose qui reste, c'est vous, c'est les dirigeants. Et même dans les personnes, parce qu'on est aussi amené à changer en fonction notamment de la situation et des enjeux, etc. Et finalement, ce qui reste
dans les personnes, c'est pas très joli, mais c'est ce qui reste à travers vous, finalement, c'est cette intention-là. Donc, c'est ça qu'on va essayer de bien comprendre dès le départ, parce qu'on pense que c'est ça qui va perdurer à travers le temps. Voilà, c'est pas hyper précis, mais c'est notre approche. Merci beaucoup. Alors, il y a pas mal de questions qui arrivent dans le chat. Je vais essayer de ne pas en oublier, mais encore une fois, n'hésitez vraiment pas à prendre la parole si vous le souhaitez. Je vois qu'il y a une question. Quels investisseurs peut-on solliciter en tant qu'association pour accompagner le développement, sachant qu'il s'agit d'une association ayant déjà fait la preuve de son concept depuis plusieurs années? Alors, je ne sais pas qui veut, parmi vous, repréciser peut-être ce point. Je vais peut-être juste le préciser pour France Active, ce qui permettra aussi puisque j'ai vu qu'il y avait une question sur les coopératives également. Alors, France Active a des outils de financement dédiés aux associations, mais c'est à date des outils qui sont principalement des outils de dette. On est en train de réfléchir sur le fonds d'amorçage à une offre qu'on va pouvoir dédier aux associations. Mais en fait, la problématique, quand on veut lever des fonds propres et quand on est une association, c'est que pour les investisseurs, on sait comment est-ce qu'on peut rentrer, mais on ne sait pas comment on peut sortir. Or, le but d'un investisseur, c'est quand même, au bout d'un moment, d'avoir une stratégie de sortie. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore trouvé la réponse de comment est-ce que on peut sortir. Donc, le fonds d'amorçage à date ne peut pas être positionné sur les associations, mais il y a d'autres outils de financement que l'on a à destination des associations et dans des montants qui sont suffisamment significatifs pour permettre de cofinancer un besoin que pourrait avoir une association. Le fonds d'amorçage peut être positionné sur les coopératives, donc ça c'est possible. On le fait surtout en titre participatif, mais il n'y a pas de contre-indication sur ce point-là, contrairement aux associations. Voilà, j'espère avoir été clair. Je pense que oui. Oui, merci beaucoup, très clair. Alors, je vois que quelqu'un lève la main pour poser une question. Oui, ce n'est pas pour poser une question, Ah oui, éventuellement. Allez-y, bien sûr. Ça marche. Donc, je me présente, je m'appelle Daëlle Tessissé et je travaille aux côtés de Bérangère au sein des Cigales d'Île-de-France. Donc, nous accompagnons aussi les associations sous forme d'apport avec droit de reprise, qui s'apparente aussi à un prêt à taux zéro, en fait, tout simplement. Donc, en fait, voilà. Donc, il y a aussi un accompagnement de pair à pair qui est très, très intéressant aussi au niveau des Cigales par rapport à ça. C'est juste cela que je voulais ajouter par rapport à l'accompagnement des associations en tant que tel. Merci beaucoup pour cette précision. Alors, n'hésitez pas encore une fois à prendre la parole si vous avez une question à poser directement à nos intervenantes. Je parcours le chat en parallèle pour voir si je n'ai pas loupé de questions. Alors, il y en a une qui vient d'arriver. Donc, bonjour, merci pour les interventions. Quels sont les horizons d'investissement, date de sortie souhaitée pour chaque fonds? Je vais peut-être vous laisser. Alors, Anne, si vous voulez commencer. Donc nous, on a un fonds qui a une durée de vie limitée à 10 ans. Donc on doit sortir de nos participations d'ici maintenant, d'ici 8 ans et demi maintenant, puisque ça fait 1 an et demi qu'on existe. Et on a un horizon moyen d'investissement de 7 ans. Et vu qu'on arrive à une phase de pré-amorçage, voire on peut réinvestir en amorçage, ça peut être aussi 7 ans à partir du moment où on réinvestit dans la structure. Mais oui, on fait partie de ces fonds qui ont une obligation de sortie. D'où le fait, et c'est ce que je répondais dans le chat, qu'aujourd'hui, on n'investit pas dans les coopératives, dans les associations, parce qu'on ne sait pas trop comment le faire, comme l'expliquait Éléonore. Et pour l'instant, donc, le fonds se concentre sur des structures en capital. Pareil, du coup, je prends la suite aussi. Benjamin, tu voulais te lancer?
C'est globalement les mêmes horizons que pour Make Sense. Donc on est en moyenne sur des horizons de 5 à 7 ans en termes de stratégie de sortie chez France Active. Et donc, j'en profite pour répondre à la question de Monsieur Yann Rouquette. Vous pouvez vous tourner encore une fois vers France Active pour le financement en association. C'est juste que on peut pas le faire via des fonds propres, mais on a d'autres outils de financement à destination des associations. Voilà. Alors, j'enchaîne du coup. Les horizons, il se trouve qu'Invest Île-de-France étant une société, on n'a pas de durée fixée à l'avance. C'est ce qu'on appelle les financements evergreen. Donc, on n'a pas de durée prévue comme un fonds d'investissement qui a vraiment une période d'investissement et ensuite une période de désinvestissement. Donc, la société, elle est créée jusqu'à 2033, donc on est large. Après, dans les faits, on reste en moyenne 8-9 ans. Ça dépend beaucoup des titres. Donc, en effet, dans les assos et dans les coopératives, c'est plutôt 8, 9, 10 ans. Et en action, obligation, il faut savoir qu'il y a un principe important autour du pacte d'associés, c'est que c'est le fait qu'on est tous pari passus, c'est-à-dire qu'on dispose et qu'on bénéficie des mêmes conditions. Donc, s'il y en a un qui doit sortir à 5 ans, et ben, tout le monde sort à 5 ans. En fait, on s'aligne sur celui qui a les contraintes les plus fortes. Donc, du coup, on s'aligne, mais on a la capacité, en effet, nous, de rester un peu plus longtemps. Donc, ça veut dire que si au bout de 6 ou 7 ans, c'est pas encore le bon moment, qu'on arrive en plein 2020 et que c'est le Covid, on peut décaler d'un an ou deux. Mais je pense que, honnêtement, dans la finance solidaire, c'est un peu le cas de tout le monde. Et juste, j'en profite pour la partie sur les associations. On finance bien les associations en fonds propres chez nous. Chez Invest Île-de-France, c'est globalement dans les fonds gérés par SFin Gestion. Par contre, pas en création. C'est toujours ce couple rentabilité-risque. La rentabilité sur les titres associatifs est très faible. Et donc, on ne finance que plutôt des grosses structures qui sont en vitesse de croisière et qui sont structurellement rentables. Merci beaucoup. Bérangère, si vous souhaitiez peut-être apporter une petite précision sur la question de la durée, ou en tout cas du temps de sortie. Oui, sur la durée pour les entreprises, c'est plutôt un investissement au capital pour une durée de 5 ans. Mais après, ça peut être un petit peu plus et discuter entre les porteurs de projets et les clubs Sigal qui ont investi dans le projet, comme ça a été dit précédemment. Ça a ajusté aussi en fonction de la situation. Si arrivé à l'année où le rachat départ est prévu, c'est difficile pour l'entreprise de l'envisager, même si ça se passe bien et que l'entreprise fonctionne bien, parce qu'il peut tout à fait y avoir un report. Dans le cas des associations, je fais le lien du coup avec les autres questions, comme le disait Aïta, donc c'est un apport avec droit de reprise, donc c'est pas directement les fonds propres, il y a pas, ou très peu, les Sigal pourraient le faire, mais ils font très peu la prise de titres associatifs. Pour la durée du coup de l'apport avec droit de reprise, là il n'y a pas de durée fixée, c'est vraiment à définir entre le ou les clubs Sigal et l'association. Ce qui arrive un peu régulièrement, c'est que c'est des associations qui sollicitent les Sigal avec un projet de se transformer en coopérative plus tard. Donc en fait, ça peut être l'apport avec droit de reprise calculé sur le temps que prendra la transformation et ensuite les Sigal pourront réinvestir au capital devenir sociétaires de la coopérative si elles ont toujours envie d'accompagner le projet. Merci, ça fait une transition parfaite vers la dernière question que je vais prendre. Alors, à savoir, pardon, je la retrouve. La conversion en coopérative ou SIC est-elle un plus, voire une figure imposée pour lever des fonds au-delà de la dette? Je vois Éléonore et Anne qui secouent la tête. Je vous laisse peut-être repréciser ce point pour que ce soit clair pour nos participants. Non, ce que je disais à un moment dans le chat, c'est qu'à chaque structure, ils sont son instrument financier, en fait. Et donc, en fonction de la structure légale, on va privilégier certains instruments financiers.
Mais donc, il n'y a pas de structure plus contraignante que d'autres, si ce n'est celle qu'on a mentionnée tout à l'heure, qui est la sortie, qui est dans certains cas une contrainte pour certains fonds, pour d'autres pas. Et ça doit aussi faire partie, quand on parlait tout à l'heure de choisir son tour de table, et ben, ça fait partie des choses auxquelles il faut réfléchir au moment de lever des fonds. Question, pouvez-vous préciser ce que c'est le contrat d'apport associatif de France Active, s'il vous plaît? Alors, c'est donc une avance remboursable qui est à taux zéro, sur laquelle on peut positionner un différé d'1 à 2 ans pour un montant de 30 000 euros. Voilà. Donc, c'est un outil de dette stricto sensu, voilà, à taux zéro, avec possibilité de différer, et dont le montant peut aller jusqu'à 30 000 euros. Je vous en prie. Parfait. Alors, je vois une autre... Juste, j'en profite. Ce qu'il y a de plus simple pour solliciter nos outils de financement, c'est vraiment de contacter l'association territoriale de France Active sur votre département, qui en fait sont nos portes d'entrée sur le territoire, et qui, elles, feront derrière le reroutage, permettrait HDSI si vous êtes dans les Hauts-de-Seine. PIE si vous êtes à Paris, France Active Yvelines si vous êtes dans les Yvelines, etc., etc. Et elles, derrière, pourront vous aiguiller vers le bon outil, le bon interlocuteur en interne. Parce que ça, c'est notre tambouille. Vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête avec. Parfait, merci. Alors, dans la minute qui nous reste, peut-être une dernière question de Martin. Est-ce favorable pour une association d'obtenir un agrément ESUS et surtout, est-ce que ça facilite la recherche d'investisseurs? Alors nous, chez Make Sense, on n'investit pas uniquement dans les entreprises agréées ESUS, mais on a une grille d'analyse, de l'impact, et ça fait partie de nos critères qui, en gros, en quelques mots, rapportent des points s'il y a une volonté d'être ESUS ou déjà ESUS. Voilà, ça nous conforte en tout cas dans notre choix. Ça fait pencher la balance du bon côté, on va dire. Pareil, du coup, chez France Active, c'est pas un absolu. C'est juste un marqueur, encore une fois, de la volonté des entrepreneurs de s'inscrire dans l'ESS. Mais c'est pas un absolu, d'autant plus que, enfin, de fait, le statut associatif en lui-même déjà est un bon signe. Maintenant, tout dépend encore une fois de l'activité, de comment est-ce qu'elle est menée. Et là, c'est en fait plus intéressant, et je rejoins ce que Benjamin disait tout à l'heure. Il suffit pas juste d'aligner tous les points enfin tous les marqueurs ESS. Encore faut-il qu'on puisse vraiment le sentir en termes de vision, de stratégie, de comment est-ce que l'activité est menée. Donc c'est plus là qu'on a envie de retrouver l'impact peut-être que sur d'autres données comme le statut juridique ou un agrément. Voilà. Nous, sur les assos, donc c'est pareil, on demande pas l'agrément ESUS, on le demande dans les entreprises, mais et encore certaines ne l'ont pas non plus, donc c'est pas un prérequis indispensable. Sur les assos, encore moins, puisque le statut associatif de fait rend les structures éligibles. Par contre, on a toujours un peu cette difficulté qu'on a évoquée tout à l'heure sur les associations. Nous, on intervient assez peu en equity, donc en titre associatif, et pas en amorçage. Donc, voilà, c'est peut-être la difficulté sur ce point. Parfait. Mais écoutez, merci vraiment à chacune. Le temps qui nous est imparti arrive à sa fin. Donc vraiment un immense merci à chacune de nos intervenants. Une présentation vraiment très, très claire et extrêmement utile, je pense, pour nos participants, et ça s'est senti dans les nombreuses questions qui ont pu être posées. Donc vraiment, merci infiniment. Je vous invite peut-être à repréciser rapidement avant de partir dans le chat, peut-être juste les liens de vos sites ou de vos processus de contact, parce que c'est une question qui est revenue assez souvent. Et voilà, merci vraiment à tous nos participants également d'avoir pris une part active à ce temps matinal.
Et puis, on se retrouve pour notre deuxième atelier à 10h30 pour ceux qui sont également inscrits à ce deuxième. Merci encore beaucoup à tous. Bonne journée et à très bientôt. Au revoir, bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir.